Je m'appelle Jean-Luc Dubois et j'ai aujourd'hui 60 ans. Cette histoire s'est déroulée il y a 7 ans, à une époque de ma vie où j'apprenais à reconstruire mon existence après une perte immense, découvrant que la famille peut nous trouver dans les moments les plus inattendus. J'avais alors 53 ans et j'étais veuf depuis 2 ans. Ma femme, Monique, était décédée subitement d'une rupture d'anévrisme, me laissant seul avec notre fils Léo, qui n'avait que 9 ans à l'époque. Le chagrin avait été une force dévastatrice, un poids écrasant qui menaçait de m'engloutir tout entier, mais Léo avait besoin de moi. Alors, j'avais appris à fonctionner à travers la douleur, à compartimenter mon deuil pour créer une nouvelle normalité pour nous deux, un quotidien fragile bâti sur les ruines de notre ancienne vie. Au moment où commence ce récit, Léo avait 11 ans et nous avions trouvé notre rythme, nos petites routines qui structuraient nos journées et nous maintenaient à flot. Je travaillais comme chef de projet pour une entreprise de BTP, un métier exigeant mais qui m'offrait la stabilité dont nous avions besoin. Nos rituels étaient devenus sacrés, le petit déjeuner partagé chaque matin dans le silence de la cuisine, les devoirs faits sur la grande table en bois chaque soir, les excursions du week-end au magasin de bricolage ou les longues promenades dans le parc. Nous tenions le coup, même si certains jours le vide laissé par Monique semblait plus béant que d'autres. Ce samedi après-midi particulier, à la fin du printemps, j'avais promis à Léo que nous irions déjeuner dans son café préféré, un endroit sans prétention appelé le Café du Pont, dont la terrasse donnait sur un petit parc public. Ils y servaient de bons sandwichs et on pouvait s'asseoir dehors. Léo adorait regarder les canards barboter dans l'étang pendant que nous mangions. Il était midi passé lorsque nous sommes arrivés. Le soleil de Provence, déjà haut dans le ciel d'un bleu limpide, inondait la place du village, mais la terrasse du Café du Pont était un havre de fraîcheur, protégée par le feuillage dense de 2 platanes centenaires. Leurs feuilles frémissaient sous une brise légère qui portait avec elle le parfum des glycines en fleurs et le murmure lointain de la rivière coulant sous le vieux pont de pierre qui donnait son nom au café. Une douce torpeur printanière enveloppait tout. Nous avons trouvé une petite table en fer forgé à l'ombre, d'où l'on pouvait voir les enfants jouer près de la fontaine et entendre le cliquetis des boules de pétanque sur le terrain voisin. Léo commanda son habituel croque-monsieur, et je pris une baguette garnie. Nous discutions de sa prochaine sortie scolaire, de ses espoirs et de ses craintes, lorsque je les ai remarquées. 2 petites filles, qui ne devaient pas avoir plus de 6 ans, se tenaient près de l'entrée de la terrasse. Elles étaient des jumelles identiques, avec des cheveux bruns bouclés qui encadraient des visages aux traits délicats, et elles portaient des robes beige assorties, visiblement un peu usées mais impeccablement propres. Ce qui me frappa immédiatement, avant même de remarquer leur ressemblance, fut leur minceur presque éthérée et la façon dont elles observaient les autres clients avec une expression qui était un mélange poignant de faim et de désir. Leurs grands yeux sombres passaient d'une assiette à l'autre, suivant le trajet d'une fourchette, s'attardant sur un verre de limonade pétillante. Elles restèrent là plusieurs longues minutes, immobiles et silencieuses, sans approcher personne, comme 2 petits fantômes au seuil d'un festin. Puis, le gérant du café les a repérées. Je le vis froncer les sourcils, essuyer ses mains sur son tablier et se diriger vers elles. Il leur parla sur un ton que je ne pouvais entendre, mais son langage corporel était sans équivoque, il leur signifiait de circuler si elles n'étaient pas clientes. Les fillettes se regardèrent, un échange muet et intense passa entre elles, puis, avec une lenteur infinie, elles commencèrent à s'avancer entre les tables de la terrasse. Elles approchèrent d'abord un couple de retraités, se tenant à une distance respectueuse, presque craintive. Je ne pouvais toujours pas entendre leurs paroles, mais je vis le couple secouer la tête avec impatience et se détourner, reprenant leur conversation comme si de rien n'était. Les filles passèrent à une autre table, puis une autre, avec le même résultat. Elles parcouraient systématiquement la terrasse, demandant quelque chose avec une politesse qui rendait les refus encore plus cruels. Certains clients les ignoraient complètement, fixant un point vague à l'horizon. D'autres leur adressaient quelques mots secs et les chassaient d'un geste de la main. Un homme a même interpellé le gérant pour se plaindre d'être dérangé pendant son repas. La scène était insoutenable. « Papa, qu'est-ce qu'elles font, ces filles ?» me demanda Léo, qui les avait remarquées aussi, sa voix empreinte d'une confusion enfantine. « Je ne suis pas sûr, mon grand, mais on dirait qu'elles ont besoin d'aide. » Les jumelles se rapprochaient de notre table. Je pouvais maintenant voir que l'une d'elles avait des larmes silencieuses qui traçaient des sillons sur ses joues poussiéreuses, bien qu'elle s'efforçât de ne pas pleurer. Elles s'arrêtèrent à la table voisine de la nôtre, où un jeune couple déjeunait. Cette fois, j'étais assez près pour entendre leur voix fluette et polie. « Excusez-nous. Est-ce qu'on pourrait manger avec vous, s'il vous plaît ? On a vraiment très faim. » La jeune femme à la table parut mal à l'aise,
jetant un regard gêné à son compagnon. Je suis désolé, mais non. Vous devriez rentrer chez vos parents. On ne peut pas, répondit l'une des filles, sa voix un fil fragile. Notre maman est au travail, et il n'y a rien à manger à la maison. Ce n'est pas notre problème, lança l'homme sèchement, sans même lever les yeux de son téléphone. Allez-vous-en. Les fillettes se détournèrent, et je vis alors que toutes deux pleuraient, essayant de cacher leur visage, mais incapables de retenir les sanglots qui secouaient leurs petites épaules. Elles restèrent un instant immobiles au milieu de la terrasse, l'air complètement perdu et vaincu. Et à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Une fissure s'est ouverte dans la carapace que j'avais bâtie autour de mon cœur depuis la mort de Monique. J'ai pensé à Léo à cet âge, à quel point il avait eu besoin de moi, de ma présence, de ma protection. J'ai pensé à la peur et à l'injustice que le monde devait représenter pour des enfants qui avaient faim et qui étaient seuls. Et j'ai pensé à Monique, qui avait toujours été la première à tendre la main, qui m'avait appris que la gentillesse n'était jamais un acte vain. Les filles, ai-je appelé doucement. Voudriez-vous manger avec nous? Elles se tournèrent vers moi, leurs yeux immenses écarquillés de surprise et d'un espoir si fragile qu'il me serra la gorge. De près, je pouvais voir qu'elles étaient encore plus maigres que je ne l'avais imaginé, avec des cernes sombres sous les yeux et des vêtements qui flottaient sur leur petit corps. Vraiment? Demanda l'une d'elles, sa voix à peine un murmure. Vraiment. Venez vous asseoir. Nous avons beaucoup de place. Elles s'approchèrent de notre table avec hésitation, comme si elles s'attendaient à ce que je change d'avis ou à ce que ce ne soit qu'une mauvaise plaisanterie. Léo me regarda d'un air interrogateur, et je lui fis un petit signe de tête qui voulait dire « c'est bon. On va les aider ». Les fillettes grimpèrent sur les chaises vides, s'asseyant le dos bien droit et les mains jointes sur leurs genoux, comme si elles avaient peur de prendre trop de place ou d'être une nuisance. « Je m'appelle Jean-Luc, dis-je doucement. Et voici mon fils, Léo. Comment vous appelez-vous? Je suis Chloé, dit la fille de gauche. Et voici ma sœur, Manon. Nous sommes jumelles. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez faim? Elles hochèrent la tête vigoureusement en même temps, et je vis la lèvre inférieure de Chloé trembler alors qu'elle luttait contre de nouvelles larmes. J'ai fait signe à la serveuse. Pourrions-nous avoir 2 croque-monsieur, 2 portions de frites et 2 milkshakes au chocolat, s'il vous plaît? Bien sûr, répondit la serveuse, en adressant un sourire bienveillant aux filles. Chloé et Manon se regardèrent avec une expression d'incrédulité et de gratitude pure. Lorsque la serveuse s'éloigna, Chloé murmura « Merci. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Mais pouvez-vous me dire ce qui se passe? Où sont vos parents? » Les filles échangèrent à nouveau un de ces regards silencieux propres aux jumeaux. Finalement, Manon prit la parole. Notre papa est mort il y a 2 ans. Il était malade. Et notre maman travaille tout le temps, elle a 2 emplois, mais on n'a quand même pas assez d'argent. Elle est partie travailler ce matin avant qu'on se réveille, ajouta rapidement Chloé. Et il n'y avait rien à manger à la maison, à part quelques biscuits secs qu'on a mangés pour le petit déjeuner. Maman ne sait pas qu'on est venu ici. Elle nous a dit de rester à la maison et de regarder la télé jusqu'à ce qu'elle rentre ce soir. Mais on avait tellement faim. Et on a pensé que peut-être quelqu'un partagerait sa nourriture si on demandait gentiment. Mon cœur se serrait à chaque mot. Ces petites filles, 6 ans, étaient si affamées qu'elles avaient marché seules jusqu'à un café pour mendier de la nourriture auprès d'inconnus, car leur propre maison était vide. « Votre maison est loin d'ici » demandai-je. Juste au bout de la rue, dit Chloé en désignant vaguement une direction. Dans les appartements. Ceux avec les portes bleues. Je connaissais ces appartements. Ils se trouvaient dans un quartier plus modeste du village de Provence, pas dangereux, mais visiblement en difficulté. De nombreux résidents y cumulaient les emplois juste pour payer le loyer. Notre commande arriva, y compris les plateaux des filles. Je regardais Chloé et Manon essayer de manger avec retenue, de ne pas dévorer leur repas malgré leur faim évidente. Elles prenaient de petites bouchées, mâchaient soigneusement, savourant chaque frite comme si c'était un mets d'exception. « C'est bon, vous pouvez manger », leur dis-je gentiment. « Vous n'avez pas besoin de faire durer. Si vous avez encore faim après, on en commandera d'autres. » C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé, dit Manon avec un sérieux absolu, regardant son croque-monsieur comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art culinaire. Léo,
qui observait les jumelles avec un mélange de confusion et d'inquiétude, se pencha vers moi et murmura, « Papa, on peut les aider ?» « Oui, mon grand. Nous allons les aider. » Pendant que les filles mangeaient, je leur posais des questions douces et, peu à peu, je reconstituais leur histoire. Leur mère, Léa Fournier, avait 28 ans et travaillait comme infirmière de nuit dans une maison de retraite et comme caissière de jour dans un supermarché. Elle s'en sortait à peine, devant souvent choisir entre payer le loyer et faire les courses, accumulant les retards de facture malgré près de 80 heures de travail par semaine. Les filles allaient à l'école, mais c'était le week-end, donc pas de repas gratuits à la cantine. Elles se couchaient souvent le ventre vide. Leur mère faisait de son mieux, mais l'argent manquait cruellement, surtout après avoir payé les médicaments et les frais médicaux liés à la maladie et au décès de leur père. « Maman pleure beaucoup », dit Chloé à voix basse. La nuit, quand elle pense qu'on dort, on l'entend. Elle est tout le temps fatiguée et elle s'inquiète pour tout. On essaie d'être sage et de ne pas demander de choses pour ne pas la rendre plus triste. Ces enfants de 6 ans portaient des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter. Elle tentait de protéger leur mère de leurs propres besoins, préférant avoir faim plutôt que d'ajouter à son stress. Je pris une décision. Les filles, j'aimerais aider votre famille, si c'est d'accord. Me laisseriez-vous parler à votre mère? Elles parurent incertaines. Maman n'aime pas accepter de l'aide, dit Manon. Elle dit qu'on doit se débrouiller seul. Je comprends ça, mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Me laisseriez-vous au moins essayer de lui parler? Après une certaine hésitation, elles acceptèrent. Nous avons terminé notre repas, et j'ai payé l'addition, tout en commandant plusieurs sandwichs et plats à emporter. Puis, je les ai ramenées chez elles dans ma vieille Renault 4, avec Léo sur le siège passager, l'air pensif. L'immeuble était ancien et usé, mais entretenu aussi bien que possible compte tenu de son âge. Les filles nous ont conduits à un appartement du rez-de-chaussée avec une porte bleue portant le numéro 14. Elles l'ont ouverte avec une clé qu'elle portait à un cordon autour du cou, et nous sommes entrés dans un petit appartement d'une propreté méticuleuse. Les meubles étaient vieux et dépareillés, mais tout était organisé et rangé. Le réfrigérateur était presque vide, à l'exception de quelques condiments et de 3 œufs. Les placards contenaient un paquet de pâtes et quelques boîtes de conserve, mais pas grand-chose d'autre. C'était clairement un foyer qui luttait pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, malgré les efforts surhumains d'une personne qui s'épuisait au travail. « Votre mère rentre à quelle heure ?» demandai-je. « Pas avant 20 heures ce soir, » dit Chloé. Elle travaille au magasin de Monsieur Henderson jusqu'à 19 heures, puis elle doit prendre le bus de ville pour rentrer. Je regardai ma montre. Il n'était que 14 heures. Ces fillettes allaient rester seules pendant encore 6 heures dans un appartement presque sans nourriture. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Est-ce que ce serait d'accord si Léo et moi restions un moment? On pourrait peut-être aller au supermarché et acheter de la nourriture pour votre maison. Les jumelles se regardèrent, puis me regardèrent, puis se regardèrent à nouveau. Finalement, elles hochèrent la tête. Au cours des heures suivantes, je fis quelque chose qui me parut à la fois complètement naturel et totalement inattendu. Je suis allé au supermarché avec 3 enfants, remplissant un chariot de produits de base, du lait, du pain, des œufs, des pâtes, de la sauce, des légumes, des fruits, du fromage, du poulet, de la viande hachée, des céréales, des goûters. Toutes ces choses dont une famille a besoin. Toutes ces choses que ces petites filles méritaient d'avoir. À la caisse, la note s'élevait à plus de 200 €. Cela n'avait aucune importance. J'avais l'argent et elles avaient besoin de la nourriture. C'était aussi simple que ça. De retour à l'appartement, j'ai rangé les courses pendant que Léo et les filles regardaient un dessin animé ensemble. Chloé et Manon ne cessaient de jeter des coups d'œil au réfrigérateur plein, avec des expressions d'émerveillement, comme si elles ne l'avaient jamais vu aussi garni. « On pourra manger quand on aura faim maintenant », murmura Manon à sa sœur, comme si elle osait à peine y croire. Vers 19h30, j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. La porte s'est ouverte et une jeune femme est entrée, l'air épuisé au-delà de toute mesure. Elle était mince comme ses filles, avec les mêmes cheveux bruns bouclés tirés en une queue de cheval et portait un uniforme de caissière. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de peur en me voyant, un étranger dans son appartement avec ses enfants. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? » « Les filles, éloignez-vous de lui. » Chloé et Manon coururent vers leur mère. « Maman, c'est bon.
C'est monsieur Jean-Luc. Il nous a offert à déjeuner et il nous a acheté des courses, et il est très gentil. Léa nous regardait, moi, ses filles, et Léo, avec une confusion totale. Quoi? Je ne comprends pas. Les filles, je vous avais dit de rester à l'intérieur et de ne pas parler aux inconnus. Madame, je suis Jean-Luc Dubois, dis-je, en gardant mes mains bien visibles et ma voix calme. Vos filles sont venues au café où mon fils et moi déjeunions. Elles ont demandé si elles pouvaient partager notre repas parce qu'elles avaient faim. Et qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Je leur ai donné à manger et je les ai ramenées ici. Et je me suis permis d'acheter quelques provisions pour votre famille. Je vous promets que je n'avais aucune mauvaise intention. J'essayais juste d'aider. Le visage de Léa passa par une série d'expressions, le choc, l'embarras, la colère contre elle-même plutôt que contre moi, et enfin, une honte écrasante. Elles ont mendié de la nourriture. Elles sont allées dans un restaurant et elles ont mendié. Sa voix se brisa. Oh, mon Dieu! Mes bébés avaient si faim qu'elles ont mendié de la nourriture à des inconnus. Elle s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains, et se mit à pleurer. Des sanglots profonds et déchirants qui parlaient d'épuisement, de désespoir et de la douleur particulière d'un parent qui ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants malgré tous ses efforts. Chloé et Manon entourèrent leur mère de leurs bras, pleurant elles aussi. On est désolé, maman. On ne voulait pas te rendre triste. On avait juste tellement faim. Ne soyez pas désolés, mes chéris. C'est moi qui suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Je restais là, me sentant impuissant, témoin de la douleur privée de cette famille. Léo me regarda d'un air interrogateur, et je savais qu'il se demandait si nous n'avions pas aggravé les choses en exposant ainsi la lutte de cette mère. Mais ensuite, Léa leva les yeux vers moi, le visage rougi par les larmes. Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous avez aidé mes filles, mais merci. Cependant, je ne peux pas accepter la charité. Je vous rembourserai pour les courses. Ça prendra peut-être du temps, mais je vous rembourserai chaque centime. Je ne vous demande pas de me rembourser, dis-je doucement. J'ai aidé parce que vos filles avaient besoin d'aide, et que j'étais en mesure de la fournir. C'est tout. Mais je ne peux pas prendre votre argent comme ça. Il ne s'agit pas de prendre, il s'agit d'accepter. Il y a une différence. Je m'assis en face d'elle. Madame. Léa Fournier. Léa. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Léo et moi sommes seuls depuis. Je sais ce que c'est de lutter, d'avoir l'impression de garder à peine la tête hors de l'eau. Mais j'avais aussi des ressources et du soutien, ce qui ne semble pas être votre cas. Je ne vous offre pas la charité. Je vous offre de l'aide parce que votre famille en a besoin et que je suis en mesure de la donner. Léa essuya ses larmes. Je travaille 80 heures par semaine. 2 emplois. Je dors à peine. Je fais tout ce que je peux, mais ce n'est jamais assez. Le loyer augmente, les factures arrivent, et il ne reste jamais rien pour la nourriture après avoir tout payé. J'ai pris des gardes supplémentaires, mais je suis encore plus loin des filles. Et de toute évidence, elles ne vont pas bien. Je ne sais pas quoi faire. Laissez-moi vous aider, dis-je. Pas seulement aujourd'hui, mais de façon continue. Je peux me le permettre, et votre famille en a besoin. S'il vous plaît. Pourquoi aideriez-vous des étrangers? Vous ne nous connaissez pas. Je sais que vous êtes une mère qui s'épuise au travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je sais que vos filles sont gentilles, polies et résilientes malgré les épreuves qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait affronter. Cela me suffit. Au cours de l'heure qui a suivi, Léa et moi avons parlé pendant que les 3 enfants jouaient ensemble. Elle m'a raconté la perte de son mari, emporté par un cancer, les factures médicales qui avaient anéanti leurs économies, l'assurance qui n'avait pas couvert assez, la tentative de se reconstruire tout en se noyant sous les dettes. Elle m'a parlé des nuits blanches, à écouter le ventre de ses filles gargouiller et à se détester de ne pas pouvoir arranger les choses. Je les aime tellement, dit-elle. Elles sont tout pour moi. Mais je suis en train de les laisser tomber. Vous ne les laissez pas tomber, dis-je fermement. Vous faites tout ce qui est humainement possible. Mais parfois, tout ce qui est humainement possible n'est pas suffisant. Et c'est là qu'on doit accepter l'aide des autres. Il n'y a aucune honte à cela. Avant de partir ce soir-là,
j'avais organisé la mise en place d'une livraison de courses mensuelle pour la famille de Léa. Je lui avais également donné les coordonnées du service des ressources humaines de mon entreprise, car nous avions un poste de coordinateur de bureau médical qui s'ouvrait, qui paierait mieux que ces 2 emplois réunis et aurait des horaires réguliers. Et je les avais invitées toutes les 3 à dîner à la maison de campagne de Jean-Luc le week-end suivant. Je ne sais pas quoi dire, dit Léa, pleurant à nouveau, mais cette fois avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mêlé à l'épuisement. Dites que vous nous laisserez vous aider. Dites que vous nous considérez comme des amis. C'était il y a 7 ans. Léa a obtenu le poste dans mon entreprise et a pu quitter son travail de nuit à la maison de retraite. Elle a lentement remboursé ses dettes et constitué une épargne. Elle a déménagé dans un meilleur appartement, puis finalement dans une petite maison. Chloé et Manon se sont épanouies avec des repas réguliers et une mère qui n'était plus constamment épuisée. Elles sont devenues des amies proches de Léo, comme des sœurs honoraires. Et Léa et moi. Eh bien, quelque part en chemin, l'amitié s'est approfondie en quelque chose de plus. Nous avons pris notre temps, prudent pour le bien des enfants, nous assurant que c'était réel et juste. 3 ans après cette première rencontre au café, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas quelque chose que l'un ou l'autre avait prévu ou attendu, mais cela semblait juste, comme si nos familles étaient destinées à se trouver. Léo a maintenant 18 ans et est à l'université. Chloé et Manon ont 13 ans, elles sont brillantes, gentilles et en bonne santé. Nous sommes une famille recomposée. Et bien que cela n'ait pas toujours été facile, ça a été vrai. Nous avons nos défis et nos désaccords. Mais nous avons aussi de l'amour, de l'engagement et la compréhension partagée que nous nous sommes trouvés au moment où nous avions tous le plus besoin les uns des autres. Je pense souvent à ce samedi après-midi. À 2 petites filles qui ont eu le courage de demander de l'aide à des inconnus alors qu'elles étaient désespérées. Au choix que j'ai fait de répondre avec gentillesse plutôt que de détourner le regard. À la façon dont un seul acte de compassion peut changer plusieurs vies de manière que l'on n'attend jamais. Ces filles avaient posé une simple question, peut-on manger avec vous? Une si petite demande née d'un besoin si profond. Et en répondant oui, en partageant un repas puis en ouvrant ma vie à leur famille, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Une seconde chance à la famille, à l'amour, à la joie d'être nécessaire et d'avoir besoin de gens qui vous voient vraiment, au-delà de ce que vous pouvez fournir. Léa me dit parfois que j'ai sauvé sa famille. Mais la vérité est plus complexe que cela. Nous nous sommes sauvés les uns les autres. Elle et ses filles ont donné un nouveau but à ma vie après la mort de Monique. Elles m'ont rappelé qu'il y avait encore de la place dans mon cœur pour l'amour, encore une capacité pour la joie, encore des raisons de construire un avenir plutôt que de simplement exister dans le présent. Et Chloé et Manon m'ont appris la leçon la plus importante de toutes. Que demander de l'aide demande du courage, pas de la faiblesse. Que accepter la gentillesse est un acte de confiance. Que parfois, la meilleure chose que nous puissions faire les uns pour les autres est simplement de dire oui quand quelqu'un demande « Peut-on manger avec vous ?» Parce qu'elle ne demandait pas seulement un repas. Elle demandait à être vue, à compter, à être digne de soins et d'attention. Elle demandait s'il y avait encore de la bonté dans le monde, si des étrangers pouvaient devenir des amis, si l'espoir était raisonnable ou insensé. Et quand j'ai dit oui, quand je les ai invités à notre table, je répondais à toutes ces questions tacites. Je disais, oui, vous comptez. Oui, vous êtes digne de soins. Oui, il y a encore de la bonté. Oui, des étrangers peuvent devenir une famille. Oui, l'espoir est raisonnable. Oui, vous êtes vus. C'est ce qui m'a brisé le cœur ce jour-là. Pas seulement leur faim physique, mais leur faim émotionnelle d'acceptation, d'aide, que quelqu'un remarque leur lutte et y réponde avec compassion. Et c'est ce qui remplit mon cœur aujourd'hui, de savoir qu'un simple oui a mené à cette belle et inattendue famille que nous avons construite ensemble. Alors, quand les gens me demandent comment Léa et moi nous sommes rencontrés, je leur dis la vérité. Mes filles m'ont demandé si elles pouvaient manger avec moi, et j'ai dit oui. C'est une histoire simple, vraiment. Mais parfois, les moments les plus importants de la vie sont les plus simples. Quand nous choisissons la connexion plutôt que la commodité, la compassion plutôt que l'indifférence, l'amour plutôt que la peur. Et parfois, quand vous invitez 2 petites filles affamées à partager votre repas, vous finissez par partager votre vie. Et ça, j'ai appris, c'est la plus grande bénédiction de toutes.